22 centres français avaient participé entre 2007 et 2009. Et on retrouve effectivement que quand les patientes ont une RMI, les traitements adjuvants, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie, sont légèrement décalés, puisque vous voyez que les patientes qui avaient une RMI avaient une radiothérapie qui était délivrée en moyenne à 10,7 semaines après la chirurgie, contre 8,3 semaines quand elles n'avaient pas de RMI. Je vous ai sélectionné aussi une autre publication assez récente de 2019. Ce sont les Américains qui ont repris dans leurs données, dans leur base de données nationale, vous voyez, un nombre assez conséquent de patientes, puisqu'ils avaient 41 000 patientes qui avaient une mastectomie suivie d'une RMI, qu'ils ont comparé à 175 000 patientes qui avaient une mastectomie sans RMI. Ils se sont intéressés aux facteurs de risque de délai dans l'initiation de la radiothérapie. Ils avaient défini une radiothérapie tardive comme une radiothérapie qui était délivrée plus de 3 mois après le geste chirurgical. Et dans les facteurs de risque, là aussi, on retrouve la réalisation d'une RMI, mais également l'obésité des patientes et le fait que les patientes aient eu une chimiothérapie néoadjuvante. Heureusement, il montre dans cette publication que le fait de retarder un petit peu la radiothérapie adjuvante n'a pas d'impact pour les patientes et notamment pas d'impact sur la survie globale. Donc finalement, on peut se demander si le fait de retarder un petit peu la radiothérapie à cause de la RMI a un impact pour nos patientes. On n'a malheureusement pas de données randomisées pour répondre à cette question. On n'a que des données rétrospectives. Mais globalement, ce qu'on sait par ces données avec des suivis à long terme, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'impact délétère sur le contrôle local ou la survie de nos patientes, même si la radiothérapie va être délivrée tardivement dans certaines séries, plus de 4 mois après la chirurgie. Donc, si on devait répondre à cette première question, est-ce que le geste de RMI retarde la radiothérapie? Oui, possiblement, mais a priori sans impacter le contrôle carcinologique. Donc, on peut être assez rassuré pour nos patientes. L'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait que les patientes aient donc cette reconstruction mammaire immédiate va nous gêner pour délivrer notre radiothérapie? Là encore, on a assez peu de données sur cette question. C'est essentiellement des données de petites séries rétrospectives et il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues à l'heure actuelle. La première question, c'est la question de la dose qu'on doit délivrer dans cette situation-là. De plus en plus, pour la radiothérapie adjuvante, on a tendance à proposer à nos patientes des protocoles d'hypofractionnement, c'est-à-dire on va faire moins de séances avec des doses un peu plus fortes par fraction. Mais aujourd'hui, on n'a aucune donnée sur cet hypofractionnement chez les patientes qui ont une RMI. Donc, de façon un peu empirique, on va proposer plutôt un fractionnement standard de 45 à 50 degrés avec des séances de 2 degrés par jour. L'autre question qui était jusqu'à assez récemment peu éclaircie, c'était la question des volumes d'irradiation qui peuvent être modifiés par la reconstruction mammaire. Et on a eu très récemment des recommandations de la Société européenne de radiothérapie sur la définition des volumes pour la radiothérapie chez les patientes qui ont eu la pose de prothèse. Pour l'instant, on n'a pas encore ces recommandations pour les reconstructions par lambeaux. Elles sont en cours de rédaction, donc peut-être dans les années à venir, on aura ces recommandations. Donc voici la publication donc, qui date de l'année dernière. Les radiothérapeutes européens ont édité ce consensus de contourage et de définition des volumes qu'on doit définir chez les patientes qui ont une reconstruction par prothèse en différenciant les différents types de prothèses, qu'elles soient rétropectorales ou prépectorales. L'autre question qu'on peut se poser aussi, quelle est la meilleure technique chez ces patientes quand elles ont eu une reconstruction? Est-ce qu'on peut, avec les nouvelles techniques d'irradiation, peut-être améliorer le résultat et notamment le résultat esthétique? Pour l'instant, là aussi, on ne peut pas répondre puisqu'on a très peu de données publiées sur cette question-là. Probablement que la modulation d'intensité, donc qui permet de vraiment mieux conformer les doses d'irradiation au volume et de mieux protéger, par exemple, les prothèses, sont des techniques qui sont intéressantes, mais on n'a pas de données à très long terme. Ce qui est sûr, c'est que pour nous,
Probablement que techniquement, le fait qu'il y ait une reconstruction, ça va compliquer un petit peu le calcul et la préparation technique du plan de traitement pour les patientes. On prend possiblement un risque de moins bien couvrir notre volume pariétal. Et ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les publications, par contre, ce qui a l'air d'être assez clair, c'est que si la patiente, au moment de sa reconstruction, va avoir la mise en place d'un expander, il ne faut pas modifier le volume de cet expander pendant toute la durée de la radiothérapie. Donc, je vous ai sélectionné ici une publication qui s'intéressait justement à une de ces nouvelles techniques d'irradiation avec modulation d'intensité. Vous voyez, c'est quand même une petite série avec seulement 41 patientes. C'est vraiment typiquement le genre de données qu'on a aujourd'hui, donc toujours des petites séries. Donc ça, c'est le MSKCC à New York. 41 patientes, ils montrent juste en fait que cette technique, elle est faisable. Dans 73% des cas, ils montrent qu'ils ont une couverture tout à fait correcte de leur volume d'irradiation, alors que c'était toujours des patientes chez qui ils irradient en plus les aires ganglionnaires avec la chaîne mammaire interne, donc ce qui peut être techniquement compliqué quand il y a un expander. Ils montrent également qu'ils ont un respect des contraintes aux organes à risque, que ce soit le poumon ou le cœur, qui est tout à fait acceptable chez 39 des 41 patientes. Avec un suivi qui reste court, un suivi de 29 mois, ils montrent également qu'ils ont un contrôle local tout à fait satisfaisant. Donc, des techniques qui semblent intéressantes chez ces patientes reconstruites. Voici un cas de Saint-Louis, d'une patiente qui avait eu une radiothérapie après RMI avec mise en place d'un expander où on avait fait une technique d'irradiation conformationnelle standard. Le traitement s'est très bien passé. Vous voyez ici la photo du résultat à 3 ans qui est tout à fait satisfaisant. Donc, est-ce que le geste de RMI va nous gêner dans la réalisation de la radiothérapie? Je pense qu'on peut dire que probablement que non. On va réussir toujours à s'adapter et à proposer un traitement correct pour nos patientes. Donc, je vais repasser la main à M. Chawat pour la suite. Merci. Donc, la question suivante qu'on s'est posée, les deux questions suivantes, la radiothérapie augmente-t-elle le risque de complications et va-t-elle altérer le résultat? Alors, il fallait lister bien sûr ces questions sur les différents types de reconstruction parce que la réponse n'est pas forcément univoque pour chaque type de reconstruction. On a listé là 3 types de reconstruction, le lipofilling itératif ou complémentaire, le lambeau pédiculé ou libre, notamment dans le cadre de reconstruction autologue, et les prothèses mammaires directes ou en 2 temps avec une expansion cutanée préalable. Alors, sur des grosses études multicentriques prospectives de la MROC, sur plus de 2000 malades à 1 an et plus de 1700 malades à 2 ans, il a été montré assez clairement qu'il y a des complications majeures chez les patients avec radiothérapie qui étaient beaucoup plus élevées, des échecs de reconstruction beaucoup plus élevés, aussi bien, surtout dans le cas des prothèses, et également des échecs de reconstruction plus élevés dans le cas des lambeaux, mais de manière moindre, et les complications majeures modérément augmentées dans le cas des lambeaux. Et en tout cas, au niveau des prothèses, ça paraît extrêmement clair. Le pourcentage est très différent, entre 15 et 33 et entre 3 et 18. Donc, le problème, c'est que cette étude mélange toutes les radiothérapies, c'est-à-dire radiothérapie sur RMI et radiothérapie sur reconstruction mammaire différée. Donc, là, on ne peut pas en tirer grand-chose, même si c'est une très grosse série. Donc, on a besoin de voir les choses de manière un peu plus près. D'abord, si on parle du lipofilling itératif, on va commencer par celui-là, parce que, globalement, il n'y a pas de données du tout. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'injecter de la graisse prélevée par lipoaspiration, centrifugée, dans le plan musculaire du muscle grand pectoral, puisqu'au moment de la reconstruction mammaire immédiate, on n'a que le muscle pectoral dans lequel on peut injecter cette graisse, et dans le serratus antérieur. C'est une greffe d'adipocytes devant être revascularisée par le site receveur. Et je n'ai trouvé aucune donnée de la littérature concernant les risques majorés de perte de volume et de cytostatonécrose suite à radiothérapie adjuvante sur une reconstruction mammaire immédiate, en tout cas un premier temps de reconstruction mammaire immédiate par lipofilling. Bon, le geste là, c'est injection, voilà, vous voyez de la graisse centrifugée bien pure qu'on a dans des seringues, des canules, et on injecte réellement dans le muscle pectoral en laissant des travées de graisse
le mieux diffusé possible dans l'épaisseur du muscle et dans la surface du muscle. Donc, à partir du moment où on n'a pas beaucoup de données, quels sont les arguments pour dire que la RMI par l'hypofilling, il faut le faire? Premier argument, c'est que c'est le seul moment où on peut injecter au niveau de l'épaisseur du muscle avec une bonne sécurité, parce qu'on le voit, le muscle. Pour les étapes suivantes, on sera à foyer fermé, donc on ne verra pas le muscle, donc c'est plus dangereux. Deuxième argument positif, c'est que la revascularisation des adipocytes est rapide et démarre dès la fin de la première semaine. Donc il y a peut-être un moment, une durée post-opératoire pour lequel la radiothérapie sera moins néfaste. Enfin, l'injection dans le muscle ne retarde en rien la cicatrisation cutanée de la peau qui se passe dans un plan sous-jacent, donc on injecte en dessous, la peau peut cicatriser normalement au-dessus. Et la morbidité de ce geste-là est très faible, notamment du site donneur où on prélève simplement par une petite liposuction. L'argument qui serait contre, évidemment, ce serait un taux de résorption de la graisse qui serait possiblement augmenté, dont on ne peut pas définir vraiment le pourcentage par la radiothérapie. Et donc, c'est un argument sur le long terme, mais ce n'est pas un argument sur le court terme, en disant peut-être qu'on n'a pas gagné du tout ou moins gagné que s'il n'y avait pas eu de radiothérapie. Les lambeaux libres ou les lambeaux pédiculés. Donc, les plus classiques connus sont le lambeau de grande dorsale ou le DIEP, qui est un lambeau microchirurgical. Première question, la radiothérapie augmente-t-elle le risque d'échec, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas du tout, ou alors la radiothérapie altère-t-elle le résultat du lambeau? Le problème, c'est que les études sont souvent contradictoires. Bon, là, vous avez un exemple de Dieppe, par exemple. Dans une étude multicentrique américaine concernant ces reconstructions autologues, avec une radiothérapie du lambeau, ils ont trouvé des taux de complications similaires en RMI ou en RMD, et un résultat esthétique et une qualité de vie similaire. Donc, il n'y avait pas de différence sur cette grande série entre reconstruction mammaire immédiate et différée avec radiothérapie, c'est-à-dire lambeau irradié ou lambeau non irradié, puisque lambeau arrivait après la radiothérapie. Pour autant, d'autres études, une étude chinoise, par exemple, de reconstruction mammaire de lambeaux abdominaux, donc de Dieppe irradié ou pas, on voit au niveau de la nécrose graisseuse, fat necrosis, et au niveau des nécessités de chirurgie secondaire, un taux qui est clairement plus élevé sur les patients irradiés, 18% versus 5%, avec une grande significativité, et également pour le fat necrosis, la nécrose de la graisse du lambeau, qui est de 17% dans un cas et de 4% sur les patients non irradiés. Donc là, une différence extrêmement nette sur cette étude chinoise. Dans une autre étude de lambeaux libres, qui est une étude appareillée, une étude belge, où ils ont appareillé des patients, et là, de la même façon, autant au niveau immédiat, il n'y avait pas plus de complications, voire même moins de complications pour les lambeaux libres avec radiothérapie adjuvante, autant au niveau de la nécrose graisseuse et de la fibrose contracture, on a 12 cas sur 20, c'est-à-dire 60% versus 5% dans le cas de reconstruction différée. Donc là, à nouveau, extrêmement significatif et un pourcentage extrêmement différent. Donc là, plutôt en faveur de vraiment que le fait que le lambeau est abîmé par la radiothérapie qui a eu lieu après la reconstruction mammaire. Donc, des choses assez divergentes. D'autres études que j'ai pu glaner, dont certaines études sont en faveur de complications à peu près identiques, et dans d'autres cas, des complications qui, au contraire, sont très différentes, avec surtout une altération de la qualité du lambeau après cette radiothérapie dans les années qui suivent. Une équipe française a publié donc un algorithme décisionnel pour ces patients-là qui vont avoir de la radiothérapie, et eux, ils ont considéré comme acquis, sur la partie médiane du tableau, que s'il y a une radiothérapie adjuvante, il ne faut pas faire de lambeau, où ils montrent d'ailleurs une image qui effectivement donne pas très envie, où on a le lambeau qui est complètement rabougri, et ils excluent donc la possibilité de lambeau, mais par contre, ils privilégient les prothèses et les expandeurs s'il y a une radiothérapie adjuvante qui est prévue. Donc, ils le considèrent dans leur organigramme décisionnel, radiothérapie, je dis RMI et radiothérapie adjuvante étaient incompatibles pour les lambeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les reconstructions autologues au vu de ces publications contradictoires?
Il semble, en tout cas dans toutes les publications, qu'il n'y a pas plus de complications immédiates en reconstruction primaire qu'en reconstruction secondaire s'il y a une radiothérapie adjuvante concernant les reconstructions autologues. Donc en aigu, il ne se passe rien de grave, ça se passe bien, l'irradiation n'entraîne pas de catastrophe. Par contre, on retrouve souvent que les lambeaux irradiés ont un taux supérieur de rétraction, de fibrose, de nodules de stéatonécrose versus lambeaux non irradiés. J'ai laissé un point d'interrogation parce que quelle publication croire? Alors, est-ce qu'il y a des modalités différentes de lambeaux? Est-ce qu'il y a des modalités différentes de radiothérapie en fonction de ces publications? Ça, je ne saurais le dire. Et il semble que sur les publications les plus récentes, les lambeaux et moins de conséquences de cette radiothérapie, peut-être parce qu'un perfectionnement de la radiothérapie, une amélioration de la précision de la radiothérapie fait qu'on abîme moins les lambeaux qu'avant lorsqu'on irradie des patients déjà reconstruits. Un lambeau irradié, on peut quand même imaginer intuitivement qu'un lambeau qui est irradié, il subit inévitablement malgré tout des remaniements dus à la radiothérapie. Mais à contrario, le fait de réaliser un lambeau microchirurgical sur une paroi thoracique qui n'est pas irradiée en RMI est probablement plus facile que d'aborder des vaisseaux, notamment les vaisseaux mammaires internes qui ont été irradiés et qui parfois sont un peu succulents, un petit peu fragiles et techniquement un peu plus difficiles à anastomoser. Donc il y aurait plutôt un argument, en tout cas technique, pour une reconstruction mammaire immédiate dans ces situations-là. Si maintenant nous parlons des prothèses d'expansion et des prothèses définitives, il y a plusieurs schémas possibles. On retrouve souvent dans la littérature internationale et notamment américaine des expandeurs tissulaires suivis d'une prothèse définitive. Parfois, l'irradiation a lieu pendant que l'expandeur est encore en place. Parfois, l'irradiation a lieu secondairement lorsque l'expandeur est remplacé par la prothèse définitive et c'est donc la prothèse définitive qui est irradiée. Ou parfois, on peut mettre une prothèse définitive d'emblée. Voilà un cas, par exemple, d'un expandeur où on voit sur la partie gauche le tuyau qui permet de gonfler l'expandeur avec la valve qui est située sous le sein contralatéral. Et au bout d'un moment, donc, changement de la prothèse d'expansion pour une prothèse définitive. Un autre cas, là, il s'agit d'une prothèse définitive directe. Alors, plusieurs études aussi. D'abord, est-ce que la radiothérapie est toxique pour les prothèses? Sans parler radiothérapie, RMI ou pas RMI. Oui, il semble assez évident dans plusieurs études. J'en ai sélectionné une étude danoise de 2019 qui montre qu'il y a une perte de prothèse dans 30% des cas chez des patients qui ont eu antérieurement une radiothérapie contre 4% des cas sans radiothérapie. Donc ça, je crois qu'on le retrouve partout. Là également, 31% si radiothérapie, 13% de complications s'il n'y a pas de radiothérapie. Donc là, la différence n'est plus à prouver. Lorsqu'on met une prothèse sur un sein qui a eu de radiothérapie, notamment avec ces deux temps, expandeur puis prothèse définitive, il y a plus de problèmes, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que l'irradiation sur une RMI est aussi un problème pour une prothèse? Il semble que oui, d'après cette étude australienne, perte de la prothèse sur un patient qui n'est pas irradié, 2,7, 5% si chimio, 11% si chimio et radiothérapie. Donc la radiothérapie semble quand même entraîner plus de problèmes. Là aussi, sur de nombreuses publications, et notamment sur des méta-analyses, on retrouve un risque lorsqu'on met un expandeur, c'est-à-dire lorsque la radiothérapie a lieu sur l'expandeur pendant la période d'expansion, ce que ma collègue signalait tout à l'heure, il y a un risque relatif qui est de 1,7, de 2,3, donc clairement beaucoup plus de complications sur l'expandeur lorsque l'expandeur est irradié en place. À l'inverse, lorsque on a attendu que la prothèse définitive soit en place, c'est-à-dire que l'expandeur était remplacé par la prothèse définitive, donc avec une radiothérapie décalée, là, on n'a pas tellement plus de complications, par contre, on a beaucoup plus de coques. Donc, une mauvaise réaction, c'est-à-dire une fibrose des tissus au-dessus de la prothèse, avec un résultat donc esthétique et cosmétique moins bon, et le risque relatif est à peu près également de l'ordre de 2, donc dans l'autre sens 0,5 ou 0,4, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de coques sur un patient qui aurait eu une irradiation sur la prothèse définitive. Donc ça peut nous amener à dire, si on utilise une prothèse d'expansion, à quel moment faut-il irradier? Donc, mais la question sur un patient irradié et prothèse, ce n'est pas seulement est-ce que c'est bien de mettre une prothèse chez un patient irradié, c'est de dire est-ce que c'est mieux de la mettre tout de suite ou est-ce que c'est mieux de la mettre après?
Parce que, voilà, c'est le fait que ce soit forcément un risque surajouté ne veut pas dire que c'est forcément contre-indiqué. La réponse est difficile. Parce que ce soit en RMI ou en RMD, la radiothérapie, il y a un risque d'échec. Et il n'est pas sûr que ce risque d'échec soit plus important dans la RMI que dans la RMD. Donc, il n'y a pas moins de complications en reconstruction mammaire différée. L'avantage de la RMI, c'est que ça, bon, d'une part, on reconstruit un sein bien sûr plus vite, ce qui est quand même, ça, ce n'est plus à prouver que ça améliore la qualité de vie. Par contre, ça permet aussi de maintenir le capital cutané avant qu'il ne se rétracte. À l'inverse, la RMD permet de sélectionner les patients. Lorsqu'on doit faire une reconstruction par prothèse chez un patient qui a déjà eu la radiothérapie, ben parfois l'indication va être posée ou parfois elle va être au contraire contre-indiquée parce que les tissus ne sont pas assez souples, il n'y a pas assez de laxité cutanée et on va d'emblée contre-indiquer la mise en place d'une prothèse et choisir une autre technique. Donc, si on pouvait faire une conclusion générale du plasticien, on pourrait dire que la RMI avec radiothérapie adjuvante reste une méthode raisonnable, mais il y a des mais. Les mais, c'est que probablement le lipofilling va être moins efficace, la morbidité est faible, mais c'est probablement moins efficace. Un lambeau autologue est possible, mais il y a probablement un risque de fibrose, d'une perte de volume et de cytostatonécrose avec un petit point d'interrogation. Est-ce que ce n'est plus vrai aujourd'hui par les nouvelles techniques? C'est possible. Les prothèses restent toujours une technique possible en 1 ou 2 temps, mais il y a un risque non négligeable de perte et de coque qui est peut-être en réalité à peu près l'équivalent d'une prothèse mise en place sur un sein radiothérapé, même en reconstruction mammaire différée. Je laisse la parole à ma collègue. Oui. La conclusion du point de vue du radiothérapeute, c'est que s'il y a une indication de radiothérapie adjuvante, elle ne doit pas a priori contre-indiquer la RMI. Que je voulais montrer, la RMI retarde probablement un petit peu la réalisation de notre irradiation adjuvante, mais on a l'impression qu'on ne perd pas en contrôle local et en survie pour les patientes. Que certes, la reconstruction complique un petit peu la réalisation de la radiothérapie, mais pour l'instant, les quelques données dosimétriques publiées sont tout à fait rassurantes. Et pour rebondir un petit peu sur ce que le professeur Chawat disait, je pense qu'effectivement, avec les améliorations des techniques d'irradiation, le fait qu'on fasse des scanners maintenant systématiques pour la planification de la radiothérapie, on a vraiment un meilleur contrôle de notre dosimétrie et c'est peut-être ça en partie qui explique aussi l'amélioration des résultats cosmétiques de la RMI et de la radiothérapie quand ils sont faits ensemble. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions à Sophie et au professeur Chawat? On commence, je pense, à avoir une petite expérience avec le lipofilling, puisque vous en faites quand même beaucoup. Est-ce que tu as une idée par rapport aux problèmes spécifiques radiothérapie et lipofilling? Il y avait des adages, alors tu vas me dire que bon, la radiothérapie n'aime pas le gras, la cytostatonécrose est facilitée par la radiothérapie. Est-ce que tu as une petite idée au niveau des lipofilling? Alors pour avoir refait un petit peu la bibliographie, il n'y a vraiment absolument rien de publié. Donc, tout ce qu'on peut avoir, c'est notre expérience personnelle. Moi, j'en ai pas énormément pour l'instant, donc, mais rien vraiment du tout dans les publications scientifiques. Marc? Alors, on partait du dogme qu'il ne fallait pas reconstruire lorsqu'on fait de la radiothérapie. Donc, en fait, les quelques cas qu'on a fait, c'est les patients à qui on pensait ne pas faire de la radiothérapie et finalement qui ont eu de la radiothérapie. Et en tout cas, alors c'est difficile, je n'ai pas fait d'IRM post-opératoire pour savoir s'il restait quand même le gras ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas eu de complications. Et j'avoue que ça m'a un peu poussé à dire pourquoi pas essayer, pourquoi pas faire un certain nombre de cas et peut-être les colliger et les étudier pour savoir. On a très peu d'inconvénients, donc s'il y a 0 avantage, on ne le fera pas, mais s'il y a un avantage avec très peu d'inconvénients, pourquoi pas, même dans les cas où on a un doute, déjà, des fois on ne sait pas, donc des fois on s'abstient par le doute, et pourquoi pas, même dans les cas où on sait qu'il va y avoir de la radiothérapie, de le choisir réellement, de dire, bah, on n'a rien à perdre à faire un peu de lipofilling. Parce que le lipofilling, ça dure quand même sur une longue durée, quoi. Donc on peut vraisemblablement pas différer la radiothérapie à la fin du lipofilling. Absolument. Mais je pense que la revascularisation est suffisamment rapide
pour que des radiothérapies qui ne sont pas faites quand même dans la semaine qui suit n'altèrent pas trop la néovascularisation de ces cellules graisseuses. Je crois que ça vaudrait le coup de faire pas un registre, mais enfin un petit suivi longitudinal, quoi.